Marie-Christine Allô, de Evolia. c'est Evolia ça. Transition. Oui, c'est ça. Bienvenue. Bienvenue au Merci. balado. Mhm. Bon, Merci beaucoup. on dirait que j'ai entendu de toi récemment comme deux fois, puis c'est vraiment étrange. J'ai un ami qui est consultante en hébergement. C'est comme ça qu'on dit ça? Mhm. Oui, c'est Consultant ça. en hébergement. Puis elle dit, Chantal, il faut que tu lises ce livre ici. Ça, c'est le livre Emménager dans plus petit sans souci. Moi, j'ai dit, ah, ça a l'air intéressant. J'ai téléchargé ça. J'ai lu ça. J'ai dit, c'est merveilleux. Puis là, j'ai eu besoin d'un service d'évaluation. Puis c'est qui a évalué l'horloge grand-père de mon client? Ben, c'était Marie-Christine Fortin. Fait que merci d'être là. Merci de prendre ton temps. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé avec ton entreprise. Puis, j'ai quelques questions pour toi, mais surtout, j'aimerais t'entendre parler. Comment tu es entré dans le domaine de ce que tu fais? Dis-nous ce que tu fais, parce que ça va toucher beaucoup de ma clientèle qui veulent emménager dans plus petit. Mais comment tu es rentré dans ce domaine-là? Moi, ça me fascine un peu. Ben, en fait, moi, à la base, j'ai travaillé dans une maison de vente aux enchères pendant peut-être une dizaine d'années où je OK. m'occupais des œuvres d'art. Donc, c'était vraiment là où je côtoyais la clientèle, qu'est-ce qu'il y avait à vendre. C'est sûr qu'à l'époque, j'étais concentrée sur les œuvres d'art, mais souvent, la question qui me revenait, c'est, OK, vous avez pris les objets de valeur, vous avez pris les œuvres d'art, mais je fais quoi avec le reste? Avec le reste. C'est ça. Donc, j'avais toujours eu ça en tête. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que, tu sais, ce serait quoi la meilleure façon de travailler là-dessus? Parce que je savais qu'un jour, je voulais démarrer ma propre entreprise. Et puis, ben, un jour, ça s'est présenté quand je suis tombée enceinte de ma fille. J'ai quitté la maison de vente. Et là, j'avais vraiment envie de faire autre chose. Donc, c'est là que j'ai commencé petit à petit en offrant un service. Au début, c'était que de l'aide au déménagement pour personnes âgées. OK. Donc, j'allais chez les gens, je les aidais à faire les boîtes, à faire le tri, à jeter, à donner, à faire le ménage, etc. Là, c'était vraiment pour les gens, surtout qui sont seuls ou que les Mhm. enfants sont loin, qui se ramassent un peu seuls avec une maison remplie dans laquelle ils vivaient depuis 30, 40, 50, des fois 60 ans Mhm. qui se ramassaient vraiment pris au dépourvu. Donc, mon but, c'était vraiment de les accompagner. Par la bande, j'ai commencé aussi à avoir des demandes pour faire des évaluations parce que ces gens-là, des fois, avaient une œuvre d'art, une collection d'art et toutes des petites choses comme ça. Donc là, moi, ce que j'avais toujours aimé, c'était l'évaluation. Donc, c'est sûr que j'ai rajouté cette branche-là. Puis là, ben maintenant, c'est vraiment, moi, je fais que de l'évaluation là, présentement. Et Volia continue à faire de l'aide au tri, l'aide au déménagement, ramassage de contenu résidentiel. Mais moi, le day-to-day, là, c'est vraiment de l'évaluation là, De maintenant que je l'évaluation. fais. Ouais. OK. Puis ça vient de ton expérience de 10 ans que tu travaillais dans ce maison. Comment tu appelles ça? Dans le char? Oui, une maison de vente aux enchères. J'ai aussi Vente un aux bac et une maîtrise en histoire de l'art. Donc, c'est Ah. mon dada, c'est les œuvres d'art, là. Mhm. Avant qu'on rentre dans le sujet qui nous intéresse vraiment, là, qui est de déménager dans plus petit, puis épurer la maison et tout ça, ça m'a vraiment fasciné la manière que tu as fait ton évaluation, parce que j'ai dit, ah, c'est un peu comme un courtier immobilier utilise des comparables vendus pour évaluer. Puis, c'est drôle, je connais rien vraiment dans la vente aux enchères, fait que, j'imagine que tu as des sites où tu vois à combien tel objet a été vendu dans d'autres, peut-être maisons d'enchères, puis c'est là que tu peux être une des facettes probablement pour évaluer un Oui, bien. oui, oui, tout à fait. Quand c'est valeur marchande, là, quand c'est vraiment valeur de revente, c'est ça, c'est qu'on a, dépendamment du type d'objet, on a différentes bases de données qu'on peut utiliser. Et puis, on va vraiment trouver quelque chose qui est similaire à l'objet qui doit être évalué. Donc, le processus d'évaluation, que ce soit une maison ou que ce soit une horloge, ça reste la même, c'est d'essayer de se baser sur des comparables puis de dire, bon, ben, notre objet par rapport à lui, est-ce qu'il est plus beau, plus vieux, moins vieux, en bonne condition, moins bonne condition, etc., etc. Donc, le Pareil comme une processus, maison. c'est vraiment la Vraiment. même chose, c'est juste Même qu'on chose. l'applique Mhm, à des objets au lieu de le faire à une maison, là. mhm. Euh, on n'en parlera peut-être pas, mais vu qu'on est sur le sujet, Mhm. dans le fond, c'est un taux horaire ou c'est un petit forfait? C'était pas coûteux là, ce que tu as chargé, j'ai trouvé pour le service que tu as apporté. Oui, J'imagine ben, quand tu fais des gros lots, ça y va par item? oui, ben en fait, c'est vraiment en fonction de la quantité d'objets.
Donc, OK. généralement, pour un bungalow normal, là, puis ça dépend aussi si on a des rapports écrits ou on offre aussi un service d'évaluation à domicile. C'est vraiment une consultation. Donc, je vais dans la maison, puis je dis verbalement la valeur des objets et des meubles. Donc, il n'y a pas de rapport écrit. Donc, souvent, quand les gens veulent juste revendre, dans les cas de déménagement, par exemple, qui veulent juste savoir combien demander pour la revente, ça peut être quelque chose d'économique. Là, c'est 475 plus taxes, puis ça inclut un 2 heures sur place. Sinon, si vraiment une raison plus légale ou dans les cas de succession ou dans les cas d'assurance ou autre, là, où il y a un litige ou peu importe, puis que là, ils ont besoin d'un rapport écrit. S'il y a quand même beaucoup d'objets, c'est préférable qu'on ait sur place prendre l'inventaire. Sinon, ben, on peut travailler à distance là, à partir de photos parce qu'on a des clients un petit peu partout. Là, je suis en train de travailler sur une évaluation de Nouvelle-Écosse. Donc, ils n'ont pas réussi à trouver d'évaluateur là-bas. Donc, ils m'ont envoyé une panoplie de photos. Donc, on peut travailler de cette façon-là, mais quand on se rend sur place, généralement, là, la facture moyenne de nos clients, ça oscille entre 1000 à 2000 plus taxes environ là, pour tout Un le rapport écrit. contenu. Là, ouais, c'est ça, pour la maison complète. Là. Mhm. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. On dirait que ça a ouvert mes yeux parce que j'ai fait beaucoup de successions, honnêtement. J'en ai vendu beaucoup qui avaient des objets. Puis, honnêtement, on essaie d'inclure tout le mobilier avec la vente pour pas avoir à faire le tri, surtout dans les cas de succession où les enfants avaient déjà pris ce qu'ils voulaient. Euh, Fait que moi, je trouvais ça simple. Mais si on a un doute, on peut dire, ben, wow, avant de tout mettre ça à la poubelle ou donner ça à un acheteur, on est peut-être mieux de juste faire un petit tour à 475 de 2 heures pour dire, y a-tu quelque chose ici qu'on a un Oui, doute? Puis c'était vraiment intéressant dans le livre comment tu as dit que souvent, ce qu'une personne perçoit comme quelque chose de peu de valeur est la chose qui a autant de valeur, oui, finalement. Des oui, ben grosses vraiment. Puis je surprises. dirais que dans une maison sur quatre, on empêche une erreur d'arriver. Donc, c'est quand même une statistique importante. Des fois, c'est pas spectaculaire. Ça peut être un objet à 500 $ ou ça peut être quelque chose à 1000 $, mais c'est déjà arrivé qu'on trouve des trucs à 3, 4, 5 000. Donc là, à ce moment-là, quand c'était pour être jeté ou donné, ils sont contents de le savoir. Donc, Ouais. c'est pour ça que oui. C'est sûr que si c'est un petit 4,5 où on connaît bien nos parents, puis on sait que bon, ben, c'est des gens qui n'achetaient pas nécessairement des Non, choses c'est de toute grande la vieille valeur, qui mélamine, là. vivaient, c'est ça, qui vivaient plus pauvrement, ça Ouais. vaut pas la peine. Mais Non. quand là, on voit que les gens ont voyagé beaucoup, qui aimaient les belles choses et tout ça, puis qu'on a un doute, le, le- l'information, c'est souvent pas passée entre les parents et les enfants, s'ils en ont, parce que des fois, ils n'ont pas d'enfants. Puis, il n'y a pas nécessairement de preuves écrites. Des fois, les gens ne gardent pas les factures. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des erreurs là, quand même importantes là, quand il y a des petites choses qui ont été achetées des fois sans papier ou quoi que ce soit, puis là, ben, les gens font bof. Un presse-papier, ça vaut rien, puis finalement, non, c'est une œuvre signée qui vaut 2500. Donc, oui, effectivement, dans ce genre de cas-là, ça vaut la peine. Là. Mhm. Euh, c'est la partie de ton livre que moi j'ai le plus appris, c'était la partie évaluation des biens. Parce que l'autre partie, j'ai souvent vécu des familles qui emménageaient dans petit, puis leurs enjeux, mais cette partie-là était quand même nouvelle pour moi. Je pense qu'une fois, il y a comme 20 ans, je travaillais pour une compagnie qui faisait de la gestion de patrimoine. Puis il y avait une dame, on avait fait sa succession parce que bon, mon patron était le liquidateur, puis elle avait énormément d'art c'est-tu Inuit. C'est comme ça Oui, qu'on dit oui, ça? oui, oui. Inuit. C'était à Montréal, puis c'était une fortune. C'était Sotheby's qui avait pris le lot pour le OK. revendre. Mais en général, dans mon secteur, mes clients, c'est pas le cas. On a peut-être rarement des doutes, mais effectivement, c'est une maison sur quatre. Est-ce que ça, c'est une maison sur quatre dans des familles très aisées ou c'est une famille sur quatre tout court? Une famille sur quatre tout court, parce que Bon, les familles très aisées, c'est pas ma clientèle, je dirais. OK. Souvent, sont vraiment bien entourés, ils connaissent la valeur de leurs biens, ils Ouais. ont les factures, ils ont même des inventaires qui ont été faits par des fois justement les banques avec qui ils travaillent et autres, sont vraiment bien entourés. Moi, ma clientèle, c'est vraiment plus monsieur, madame, tout le Tout le monde qui a monde. un bungalow à Longueuil ou à Laval. J'en ai quelques familles, là, Westmount, Outremont et compagnie, Mhm. mais je dirais que c'est peut-être même pas 10% de ma clientèle. Là. OK. Ben, ça, c'est vraiment intéressant que tu dises ça. Parfait. Fait que dans le fond, si
on a besoin d'une évaluation de... Parce que honnêtement, quand j'ai été dans Google, puis j'ai fait évaluation de mobilier, tu es dans les tops. Je pense que tu étais numéro un. Ce qui m'a aussi surpris, ben, je dis, crime, je viens d'acheter son livre. Fait que j'étais contente de voir que euh, on a une compagnie ici, dans le Grand Montréal, qui peut nous aider à évaluer nos biens pour un prix super abordable pour éviter de perdre des sous. Dans le fond, c'est un investissement. Oui, tout à fait. Oui, puis honnêtement, des évaluateurs indépendants, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Il y a beaucoup de marchands, il y a beaucoup de gens qui l'offrent, Ouais, mais vraiment indépendants qui font que ça, là, je ouais. pense que j'en connais un ou deux autres, là, uniquement. Là. Oui, tu as parlé de ça dans le livre, du danger de faire évaluer le bien par un marchand parce qu'il y a comme un conflit d'intérêt s'il est pour l'acheter, puis là, le revendre à un profit, il va vouloir payer le minimum, puis peut-être pas toujours être honnête dans son évaluation. Ben oui, tout à fait. C'est un peu la même chose avec les courtiers immobiliers. On ne peut pas vendre à notre courtier immobilier, là, donc Non. ça fait pas de sens non plus, là. Donc c'est un peu la même chose. C'est juste si on veut passer par un marchand, c'est correct. Mais l'idéal, c'est d'avoir au moins une deuxième opinion ou une troisième. Donc, d'en contacter plusieurs, puis de voir, bon, ben, il m'offre combien. Puis si le montant se ressemble, ben, tant mieux, on y va avec celui je dirais en qui on a le plus confiance, mais c'est si on voit qu'il y en a un qui offre 20 puis que l'autre, il en offre 800, ben là, clairement, ça vaut peut-être la peine de peaufiner un peu les recherches puis de vérifier si finalement, il ne vaut pas 8 000 l'objet, là. Ouais, ben l'horloge grand-père qu'on t'a fait évaluer, on avait demandé à deux autres évaluateurs, puis écoute, c'était pas mal tout très, très similaire. Fait qu'on se sentait bien là, dans notre décision finalement de le vendre au prix qu'on l'a vendu. Fait que c'est bon d'avoir cette ressource-là, je suis vraiment contente. OK, Tant mieux. fait que là, parlons du vif du sujet, emménager dans plus petit sans souci. Euh, Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit ça, c'est quelqu'un qui a eu énormément d'expérience à aider quelqu'un de toutes les étapes, ou aider à plusieurs personnes avant toutes les étapes, puis elle a mis tout ce qu'elle avait dans le cerveau dans son livre. C'est vraiment comme ça, je l'ai vu. C'est comme tu avais t'as fait un dump de tout ce que tu pouvais penser qui potentiellement peut aider quelqu'un. C'est pas tout qui s'applique à tout le monde, mais si quelqu'un, n'importe qui pense emménager dans plus petit, ce livre-là va vraiment te donner toutes les informations, même jusqu'à la direction des bulles dans le papier bulle. Il faut qu'il soit vers l'extérieur, non vers l'intérieur. C'est du détail comme ça que j'en venais pas à quel point t'as tout couvert. T'as vraiment, je peux pas imaginer qu'est-ce que t'as pas couvert dans ce petit livre-là. Fait que Ben, en fait, c'était c'est ça le but, super. c'était vraiment d'y aller avec comme si j'étais avec les gens chez eux, dans le fond. Ouais, Donc, au lieu qu'ils m'appellent, puis que je les aide, qu'ils soient capables de le faire par eux-mêmes, puis ouais. peu importe son où au Québec, là, qui aient le livre dans les mains, puis qui disent, bon, ben, OK, ça s'applique à moi, puis bon, ben, je vais faire telle étape. Ah oui, telle affaire. Puis c'est toutes les questions, puis ça Ouais. fait là, je fais plus d'aide au déménagement moi-même, mais tu sais, j'en ai fait peut-être pendant 7 ans à aider des gens dans toutes les situations inimaginables, des veuves, des veufs, des gens qui étaient pris au dépourvu, des gens qui étaient dans le deuil, des gens qui ont vécu toutes sortes de situations, des ventes trop rapides de maisons, des ventes qui sont trop longues. Puis les gens me parlent beaucoup, évidemment, parce que c'est un service où on discute quand même pas mal, là, vu qu'on est ensemble. Donc, Mhm. j'ai essayé de vraiment mettre le plus possible d'informations dans le livre pour que les gens aient vraiment comme une espèce de petite bible sur laquelle C'est vraiment euh, une Bible. aller. C'est Là. vraiment une Bible. Parce qu'il y a tout. Il y a vraiment tout. Comme, puis, moi, je pensais savoir tout. Puis là, j'ai lu ça. Puis j'ai fait comme, oh boy, OK, j'en ai vraiment pas fait autant. Puis j'ai pas été autant impliquée parce que oui, moi, je vends une maison, je lui ai dit, gars, il faut désencombrer, ça n'a pas de bon sens, voici les ressources. Tu sais, je peux aider un peu, mais je suis pas là avec eux en train de le faire non Non, plus. c'est Fait que ça. je vois pas nécessairement les émotions, puis le processus, puis le deuil, puis tout ce qui vient avec. Je vois juste comme une vue de survol, là, plus du Ouais. projet en entier. Fait que merci d'avoir écrit ce livre-là pour aider les gens. Euh, une, au chapitre 1, première page, OK? Je vous prépare, là. Je vais vous dire quelque chose qui, pour moi, j'ai fait. Ça dit une personne seule et inexpérimentée consacra en moyenne 200 heures de travail à faire un tri, emballer et organiser son déménagement. Où c'était venu avec ce chiffre-là, 200 heures? On a fait des calculs, en fait, puis c'est en parlant avec mes clients aussi.
Puis c'est vraiment basé sur l'expérience de quand on vide, parce que c'est nous, on offre un service de ramassage aussi et de tri. Donc, quand les gens ne sont pas nécessairement sur place, Mhm. nous, une équipe de 4 qui vidons une maison telle remplie à peu près à telle place avec 50 du heures. tri à faire, c'est ça, ça peut aller jusqu'à 50 heures. Donc, Ouais. si on est impliqué émotionnellement, puis que là, il faut vraiment prendre une décision, nous, on n'est pas impliqué, là, donc c'est assez rapide. Oui. Puis j'ai vraiment des clients qui me disent, écoute, ça fait un mois que je fais par exemple, de 8 à 4. Puis Colin, je trouve que j'avance pas. Puis tout ça. J'en ai des gens qui ont même mis plus que ça en termes d'heures. Puis souvent, j'en avais une en particulier qui, elle, repassait constamment derrière le travail qu'elle avait fait. Fait que la cuisine, elle a dû la trier peut-être 5 fois, puis à chaque fois, elle enlevait un verre ou deux tasses. Fait que le processus était super long. Fait qu'elle, elle doit être plus dans le 1000 heures que dans le 200. Donc ça, c'est vraiment une moyenne en parlant aux gens globalement, là, combien ils ont mis de temps à peu près, plus notre expérience terrain là, qui fait qu'on est arrivé à cette statistique-là. Là. Mhm. Je l'aime, cette statistique-là, parce que moi, je fais face à des gens qui m'appellent pour vendre leur maison. Donc, bon, on dit, OK, on va mettre la maison sur le marché, on va avoir notre acheteur, puis peut-être dans 2 mois, vous allez devoir déménager, ou 3 mois, 2, 3 mois, c'est assez rapide. Puis là, je vois que leur tri n'est pas fait. Fait que là, cette statistique-là, je peux leur montrer, regardez, là, c'est pas une semaine avant le déménagement qu'il faut commencer le tri. Non. C'était hier, c'était l'année passée qu'il fallait commencer le tri. Ouais. Parce qu'ils ne comprennent pas l'ampleur de, comme tu dis, de l'attachement, peut-être les deuils qu'il faut faire avec certains objets, les décisions qu'il faut prendre. C'est hyper, hyper, hyper épuisant. Tu dis même, je pense, à un moment donné, tu dis même, on se fait une cédule avec notre biorhythme. Si on a plus d'énergie le matin, il faut tout booker ça le matin parce que c'est comme une job. C'est comme on a une nouvelle job Ouais. à faire, là, Ben, c'est vraiment. vraiment une job, c'est une job plate, on va se le dire. Là. C'est rare que quelqu'un va faire, je vais faire du tri. Là. Oui, Même oui, nous, on en fait un petit peu 1 heure, là, un dimanche pluvieux, puis souvent on en a assez, puis on est oui, même fatigué. oui, Fait qu'une personne de 80 ans qui se ramasse à devoir faire ça en un mois, je veux dire, c'est là que ça devient vraiment problématique. oui. Et c'est hallucinant le nombre de personnes, de maisons qu'on doit intervenir, qu'on doit aller vider. Une succession de gens qui ont 80-85 et que la maison, elle est comme si il allait jamais mourir et jamais déménager. C'est rempli, il y a de tout, 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 tout. Puis souvent, ben, c'est les enfants qui se ramassent un peu près avec ça. Puis les enfants ont leur propre vie, ils ont leurs propres enfants. Fait qu'on est déjà tous débordés. Fait que c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est en fait, tout le monde devrait faire du tri dans sa maison. En partant, là, tout le Tout le monde temps. devrait se faire Oui. quelques séances par année de tri de certaines pièces. Mais disons qu'on est dans l'optique où éventuellement on veut déménager, disons, 5 ans, on devrait déjà commencer tranquillement, ne serait-ce qu'une fois par mois, se mettre ça sur le calendrier, puis de faire 2 heures dans une pièce pour que ça en fasse moins. Puis le but, c'est pas de faire de la place pour rentrer du nouveau stock, là. Non, c'est C'est ça. c'est vraiment de se dire, bon, ben, je vide ça, Ouais. parce que tout le monde qui part d'une maison, 14, 15, 16 pièces, à un 4,5, il y a trop de choses. Donc, si quelqu'un a un sous-sol, ben, il faut se dire qu'il faut que le sous-sol soit complètement vidé. Pas nécessairement avant la vente, là, parce que là, le but, c'est pas nécessairement de vendre une maison vide, mais au moins que toutes les petites choses, les babioles, ça soit parti, puis qu'on ait gardé vraiment ce qui est utilitaire et fonctionnel, puis qu'on est sûr de vouloir garder. Fait que c'est pour ça qu'en faisant juste un petit peu, c'est moins fatigant, puis les décisions sont souvent mieux prises parce que c'est réfléchi. Ouais. Bon, mais je vais-tu vraiment le réutiliser? Ben, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que c'est dans le sous-sol, non. On ne va jamais réparer la raquette à neige qui est brisée. Ça fait Ouais. 5 ans qu'elle est là, puis on l'a déjà déménagé 2 fois. On peut la donner ou la Peux-tu, jeter. peux-tu partager l'anecdote de la dame qui voulait faire des tartes? Tu voulais emballer quelque chose, mais elle a dit, ah, je Oui, vais faire une tarte aux pommes. oui, ben en fait, c'est une dame qu'on aidait qui déménageait, mon Dieu, en plein mois de juillet, très chaud mois de juillet, je me souviens. Puis je l'aidais à faire ses boîtes, puis tout allait bien. On avait des rendez-vous peut-être aux semaines. Puis là, à un mois du déménagement, on commençait à faire des choses un peu plus usuelles. Puis là, ben, dans les derniers jours, je voulais emballer ses assiettes à tarte. Puis elle me disait, ah, je vais les garder juste au cas, là, je vais peut-être faire des tartes. Puis je lui ai dit, mon Dieu, êtes-vous certaine, il fait 30 degrés dehors. Vous déménagez, je pense que c'était une semaine ou deux là,
dans les prochains jours, en tout cas, allez-vous vraiment faire des tâches? Je pense que vous n'avez jusque-là. Là. Puis là, elle est partie à rire en disant, si tu as bien raison, puis elle dit, de toute façon, je m'en vais toujours au restaurant. Fait que, finalement, on les a emballés, elle les a apportés parce qu'elle aimait ça cuisiner. Mais disons que c'est ça. Des fois, il faut juste y aller avec faut se regarder vivre, puis ça nous aide à prendre des décisions, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on jette. Puis aussi, au niveau du processus d'emballage, ben, les photos de mariage, s'ils datent de 20 ans, on peut les emballer quand même dans les premières choses. Là. Donc, c'est juste un peu de logique, mais des fois, on n'en a pas parce que c'est tellement d'émotions, puis c'est tellement de Ouais. stress que des fois, la logique est juste plus là. Le cerveau, il y a beaucoup de difficultés à catégoriser, puis Ouais. à réfléchir là, logiquement. Oui, j'ai trouvé le livre, tu as dit le mot Bible tantôt. Je trouve que c'est un livre qui, pour une personne âgée ou même leur enfant, c'est tellement une montagne. Souvent, ça les handicape même devant l'Amazon parce que euh, comment je vais me débarrasser de tout mon stock? Et comme un Oui, des gros problèmes, c'est handicapant, puis ils savent pas par où commencer, puis ils voient comme tout flou, tout compliqué, tout super, super gros. Puis ton livre vient juste décortiquer ça en morceaux. Regarde, c'est pas grave, telle étape, pas grave, telle étape, on va faire telle étape. Puis tous les outils, puis comment bien s'entourer, puis comment s'organiser, puis comment faire notre petit programme, puis par où commencer. J'ai trouvé que c'était extraordinaire comme livre comme guide pour quelqu'un qui est dépassé par ce qui s'en vient. Parce que oui, ça fait peur. Ça fait peur, c'est oui, beaucoup d'inconnus. Puis des fois, quand on est dans un petit rythme tranquille de vie depuis des années, puis de retourner à un job, on a dit que c'était un job, retourner à un job, oui, oui. c'est gros. Fait que de le décortiquer en petites bouchées, je trouvais que c'était un bon plan. Une des choses qui m'a surpris, moi, j'étais une grande fan de Marie Kondo. La méthode Kondo, que tu fais ça par catégorie. Donc, tu mets tout le linge dans une pièce, puis là, tu tries, puis là, tu mets tous les draps dans une pièce, tu tries. Toi, tu dis oui, mais finalement, il y a une façon plus pratique que tu as trouvée. Peux-tu nous en Ouais, en parler? fait, c'est avec l'expérience, moi je trouve que visuellement, puis le cerveau fonctionne beaucoup mieux dans une pièce qui est bien rangée et organisée et vide, si on veut, le plus possible, versus tout regroupé ensemble. Ça peut paraître, surtout pour une personne âgée, ça peut paraître une montagne. Oh mon Dieu, j'ai ben trop de vêtements, j'y arriverai jamais. Versus faire une pièce par pièce, puis dire, bon, ben, je ferme la porte, cette pièce-là, elle est finie, elle est vide, elle est parfaite. Ce qu'il y a là-dedans, je le garde. Je trouve que avec, je sais pas, peut-être pas pour toutes les clientèles, mais en tout cas avec la clientèle avec qui j'ai travaillé, ils ont beaucoup plus euh, la satisfaction d'avoir avancé quand visuellement ça paraît. Donc, une pièce bien embourbée, là, un bureau là, qui a des papiers partout, des livres et tout ça. Bon, c'est sûr que si on fait juste les livres, mais qu'il y a encore un tas de papiers, il y a des déchiqueteuses, il y a des affaires qui ne marchent plus, des vieux téléphones. Là, on a juste fait les C'est comme livres. tout le temps en train d'être dans le processus, là. Oui, c'est ça. Ouais, Alors que si on fait tous les livres de la maison, par exemple, bon, ben là, on en a fait un peu partout. Donc, c'est sûr que c'est ouais. moins satisfaisant que si on dit, ben là, je fais le bureau et je règle le bureau, puis une fois que c'est fait, c'est fait. Ça, je trouve que c'est mieux pour ma clientèle que justement d'y aller par catégorie. Là. Intéressant. Puis ça, c'est l'expérience qui parle. Puis gars, on n'est pas des Japonais. Fait peut-être notre cerveau, il fonctionne pas comme les Japonais ou comme du monde qui tripe sur le désencombrement. C'est drôle, juste il y a 2 semaines, j'ai un nouveau client. Puis là, j'ai dit, là, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas mettre ta maison en vente comme ça. T'as bien trop de stock. Je l'ai dit avec beaucoup plus de diplomatie que ça, mais il a compris le message. J'ai dit, regarde, d'ici la prochaine fois, j'aimerais que toute cette pièce-là, tu la vides le plus possible. Il n'y a pas d'acheteur qui veut voir ces choses-là. Tu sais, il n'y a rien de beau dans ça. Fait que je suis revenue la semaine d'après. Puis ça faisait des années là, tu sais, qu'il n'y avait rien touché. Semaine pro- puis là, il y avait eu une grosse pluie. Je pense que c'était la fin de semaine, la grosse pluie. Fait qu'il a dit, ben, je ne pouvais rien faire, fait que j'ai désencombré. Puis quand je suis revenue, la pièce était vide. Mais vide! Il y avait vraiment, vraiment, vraiment tout fait le travail. Puis ça l'a parti. Il dit, je Ouais. me sens tellement bien qu'on dirait là, j'ai le goût. Puis je pense que c'est de se partir dans le tri qui est difficile. Mais une fois qu'on est parti, c'est vrai une fois qu'on a comme un rythme où ça commence à partir, sortir de la maison, on est encouragé, comme tu dis, on voit le progrès, puis là, c'est plus facile d'avancer. As-tu remarqué ça? C'est ça que Oui, tout à fait. vécu? C'est vraiment ça. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui nous font venir juste une fois. Juste comme pour les aider, on leur donne des trucs, on les parle, là, comme on, comme on dit, puis après ça, sont corrects
pour faire le reste de la maison. Des fois, il y Peu en de a qui vont nous faire coaching. revenir, là, c'est ça. Puis Ouais. après ça, il y en a des fois qui vont nous faire revenir, par exemple, une fois par mois, juste pour, comme des fois, ils aiment ça juste parler avec des gens aussi, puis qu'on leur donne un petit coup de main. Puis là, ben, après ça, ils repartent pour un autre quelques semaines. Donc, oui, tout à fait, c'est quelque chose que je vois souvent. Peux-tu me parler un petit peu plus du métier d'organisateur ou organisatrice professionnelle? Parce qu'on n'entendait pas ce terme-là avant, mais on dirait depuis Mhm. une couple d'années, puis moi j'en connais une que j'adore dans mon secteur. Peux-tu me dire, c'est quoi ce métier-là? Ben, en fait, moi, je suis pas organisatrice, je suis vraiment évaluatrice. Donc, j'ai pas de formation. Ces gens-là, c'est souvent des gens qui ont des formations puis qui vont pouvoir aider justement à organiser un bureau, une chambre, toute une maison, en fait, un garage et autres, même des bureaux professionnels. Je sais qu'il y en a qui se sont spécialisés là-dedans. Puis, ils vont vraiment offrir un service d'aide, de tri. Ben, pas toutes, là, mais il y en a qui sont spécialisés dans les Mhm. personnes âgées. Il y en a d'autres que ça va être plus comme le bureau du travailleur autonome. Ils vont faire que ça. Fait qu'il y en a qui ont des spécialités comme ça, mais c'est vraiment des gens qui ont plein de ressources pour aider à s'organiser, les classeurs, des trucs comme ça, là. Fait que moi, j'en suis pas une, donc je peux pas beaucoup Mais parler est-ce en que ta leur nom. compagnie offre ce genre de service-là, par contre? Non, 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 C'est pas du juste que tout. tu l'as fait Tout. dans le passé, le service de tri. Mais parce que dans ton Oui, livre, tu parles de ces gens-là, de cette oui. profession-là. Oui, ben en fait, nous, ce qu'on offre, c'est vraiment un service. On joue le rôle d'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va aller sur place, puis qui va devenir un peu l'enfant que les gens soit ont pas dans leur entourage ou que l'enfant est loin. Donc, on va s'asseoir avec le client, puis on va dire, bon, ben, par exemple, ce vêtement-là, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le donne? Puis là, ben, il y en a des fois qui vont l'essayer ou qui. On va vraiment comme offrir un à un comme ça sur quelques heures là, dans une journée. Donc, c'est pas sous forme d'organisation professionnelle, c'est vraiment un peu comme on va donner un coup de main. Bon, ben ça, vous pourriez faire ça comme ça. Ça, je pense que vous n'avez plus besoin. Ça, je pense qu'on pourrait peut-être essayer de le vendre et tout ça. Donc, c'est vraiment plus dans cet ordre-là que de dire à la personne bon, ben là, vous devriez classer vos papiers de telle façon Oh par non. ordre de compagnie. Ça, on fait vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Là, on OK, réfère même à des organisateurs, là, dans le fond. parfait. Mais vous pouvez faire la doterie. Votre compagnie Oui, fait c'est ça. ça. Tout à Ouais. fait, oui. OK, parfait. Tu parles des dangers de l'entreposage. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, pas de problème, j'ai pas le temps, je mets tout ça en entrepôt. Parle-nous un petit peu de pourquoi l'entreposage, il y a des points négatifs, là. Ben, c'est que ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher. C'est cher à chaque mois. C'est cher de déménagement. Juste amener ça dans un entrepôt, surtout avec les frais de déménageurs maintenant qui ont quand même explosé, là, c'est vraiment. Disons que si les gens me posent la question, est-ce que je mets ça dans un entrepôt pour 10 ans puis que la valeur va augmenter, ils n'iront jamais chercher le plus de tous les frais qu'ils ont payés à travers les années. Donc, disons que c'est pour ça que je préfère pas opter pour ça. Je préfère que le tri soit fait dans la maison. De un, c'est plus simple parce qu'une fois que tout est emballé en entrepôt, il faut y aller boîte par boîte, il faut tout sortir, il faut se rendre à l'entrepôt en Ouais. premier. Puis ça, ben, les gens, souvent, quand c'est en entrepôt, c'est le longtemps parce que justement, ils n'ont pas le temps de retourner. Ouais. Donc, à un moment donné, ils sont tannés, puis ils vont tout donner, mais ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'ils payent un entreposage pour Hmm. rien. Puis tu dis, il Puis là, fait chaud, l'éclairage, c'est pas toujours une l'éclairage belle est horrible, il place fait soit très chaud, soit très froid, humide. Fait qu'on n'a pas envie d'être là. Fait que non, disons que si on a le choix, je préfère ne pas travailler avec un entreposage puis vraiment travailler à la maison. Des fois, on est vraiment en rush, on n'a pas le choix, il faut vider. Mais disons que si on peut éviter cette partie-là, là, c'est vraiment des frais un peu inutiles, puis c'est vraiment pas agréable de travailler dans ces endroits-là. Fait que c'est juste pour que le tri, déjà que c'est pas le fun, qu'on puisse au moins le faire à la maison, puis prendre des pauses de temps en temps versus dans un entrepôt froid et humide. effectivement. J'ai été dans l'entrepôt de mon ami, j'ai fait, je sais de quoi qu'elle parle dans son livre. Euh, Peux-tu nous parler un petit peu de peut-être l'aide psychologique, de savoir où on s'en va? Ou peut-être, on peut peut-être parler légèrement rapidement des conseillères en hébergement qui Mhm. aident les gens à trouver une résidence. Oui. Ben, en fait, il y a deux choses. Souvent, on va le voir, j'en ai eu des clients dans le passé qui, le fait de déménager, surtout si c'est pas une décision qui a été prise comme tout à fait
pas rationnellement, mais tu sais, avec, comment je pourrais dire, que la décision leur a été imposée. Donc, soit par le décès d'un conjoint ou par une maladie, puis que là, ils doivent faire tout ça un peu rapidement, puis un peu tout croche, là, si on veut. Des fois, on n'a comme pas le choix. À ce moment-là, souvent, on va conseiller aux gens d'avoir une aide psychologique parce que en fait, déménager est déjà un gros choc. Je pense que si je me souviens bien, là, c'est considéré comme dans les trois plus grands traumatismes qu'un humain peut vivre là, avec le deuil, Surtout quand puis c'est imposé. Surtout quand oui, c'est surtout quand imposé. c'est imposé. Puis déjà, quand c'est un choix, c'est difficile, c'est très difficile. Ouais. Même si ça peut être des choix positifs, des fois, on fait quand même le deuil d'une maison. Quand il y a eu les enfants qui ont été élevés là, on a plein de souvenirs, etc. Donc, c'est déjà quelque chose de difficile. Donc, avoir une aide psychologique peut vraiment aider à passer à travers ça. Euh, les conseillers en hébergement, moi, j'en ai parlé à plusieurs là, au cours des années. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un service pour aider à choisir la résidence en fonction du budget puis des critères de la personne. Donc, eux, ils travaillent avec un portefeuille de résidence, par exemple, dans un certain secteur. Puis là, ben, dépendamment du client, s'il veut une piscine ou une allée de quai ou des services versus l'autre qui veut rien, qui est très indépendant puis qui veut juste un pied à terre, c'est deux personnes complètement différentes. Donc, le conseiller va pouvoir dire, ben moi, je vous conseille telle personne. Puis, généralement, ils sont là pendant les visites, ils vont visiter avec leurs clients, puis ils vont vraiment les accompagner de A à Z, là, dans tout ça, dans leur Mhm. prise de décision. Donc, c'est un service qui, à ma connaissance, ça doit faire une dizaine d'années, peut-être que ça existe, peut-être un peu Mhm. Ils sont encore un plus. peu méconnus, puis je Oui, pense que les gens beaucoup. ne savent pas que c'est comme un service gratuit, un peu comme un Oui, courtier immobilier, dans le sens que ils sont payés, rétribués, je devrais dire, par les résidences. c'est ça. Donc, la personne n'a rien à débourser, elle a tous ces conseils-là. La personne l'amène voir toutes ces résidences-là, puis l'encadre. Je trouve ça merveilleux comme profession. Puis sûrement que c'est des gens qui ont une certaine facilité de traiter, un peu comme toi, tu as, ce don-là probablement d'aider les personnes qui sont probablement angoissées par le processus et tout ça, puis Oui, les supporter oui, tout à là-dedans. fait. Tout à fait. Ça mériterait d'être connu un peu plus là, comme travail. Là. Ça va être à eux de faire leur publicité, mais oui, ça mériterait d'être connu parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Ouais. ça existe. Là. Ouais. Euh, on commence à manquer de temps, mais peux-tu me parler? Tu as même fait un chapitre, j'en revenais pas, tu as même fait un chapitre sur le home staging. Je m'attendais Oui, pas à ça, mais j'étais tellement contente parce que moi, j'ai fait probablement avec ma home stager peut-être, je veux dire 75 home staging. Donc, le processus home staging, je l'ai, mais tu donnes la base vraiment dans le livre. C'est quoi le staging pour vraiment voir? C'est rien, c'est pas des grosses rénovations. non. C'est changer des ampoules, épurer, dépersonnaliser, puis comme Oui, ça, ben, c'était les grandes lignes, là, les grands ouais, classiques qu'on retrouve ouais. dans. Il y a des très bons livres qui existent sur le home staging, là, donc c'était vraiment juste les grandes lignes pour ceux qui n'ont pas envie de lire là, comme la panoplie de livres qui existent là-dessus ou les formations, mais quelqu'un qui serait intéressé par ça, il y a quand même beaucoup d'infos, que ce soit en ligne. Il y a même probablement des YouTube là, qui sont là-dessus. Oui. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Mais c'était comme un peu un résumé pour que les gens qui n'ont pas envie de chercher, que ce soit juste comme un petit récapitulatif un peu là, de ce que nous, on a appliqué au courant Oui. des années, qu'on a vu qui fonctionnait, puis des lectures qu'on a fait là, au cours des ans. Fait que, tu sais, il n'y a rien de bien compliqué, Non, rien de mais fou. Là. Je ne remplace pas un home j'ai stager, dit, ça elle c'est a certain. vraiment tout couvert. Là, comme tous les points auxquels il faut penser quand on déménage en plus petit, ils sont dans les. Comme je dis, je vois rien que t'as oublié, que tu as sauté. Euh, j'aime même, tu sais, tu parles de la France, Canada, États-Unis, les différents crédits d'impôt, les différentes Mhm. ressources, même les déménageurs, comment choisir le bon déménageur, comment faire attention à ne pas payer, pas juste prendre lui qui est moins cher, puis les problèmes qui peuvent venir avec ça. Fait que vraiment un bel outil. Peut-être pour finaliser, vu que c'est ton dernier chapitre, tu parles un petit peu du trouble d'accumulation compulsive, syndrome de Diogène, ce que nous on appelle hoarder. Ouais. Euh, tu, tu vas pas dans le grand détail, mais t'en parles parce que c'est quelque chose que tu vois quand même. Je pense que c'était 4% de la population au Canada Oui, qui. c'est ce qu'ils disent, mais je dirais que ça représente
un bon 10 à 15 de ma clientèle. J'en vois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je voulais pas aller dans le détail parce que c'était pas un livre là-dessus. Puis souvent, c'est des gens qui sont déjà accompagnés de travailleurs sociaux ou autres. C'est souvent d'ailleurs les travailleurs sociaux qui communiquent avec nous directement. OK. Mais je voulais montrer que c'était quand même quelque chose qui était ben, méconnu, étonnant, spectaculaire surtout, mais qui était très présent. Puis souvent, les gens, c'est vraiment un choc quand ils rentrent dans la maison depuis qu'ils n'étaient pas rentrés là depuis des années et que c'est ça, puis ils se disent, oh mon Dieu. C'est un peu pour déculpabiliser parce que ces gens-là, souvent, ils ont toutes les stratégies pour que personne vienne chez eux, là. Puis ça, c'est peu importe l'âge, c'est peu importe les revenus. Je veux dire, j'ai eu des avocats qui gagnaient des millions par année qui étaient Diogènes. Donc, c'est vraiment pas c'est pas comment dire, c'est pas la personne pas d'argent, qui est pauvre, qui est dans son milieu sale. C'est pas du tout ça, là. On voit de tout, 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 tout. Puis je trouvais que c'était important au moins d'en parler puis de dire qu'il Mhm. existe de l'aide, Mhm. puis de pas essayer de se lancer là-dedans tout seul pour vider parce que c'est souvent, là, on parle beaucoup plus de 500 heures que de 200 heures de Ouais. travail, là, surtout si c'est quelque chose d'un proche. Donc, juste parce que j'en ai eu des clients qui se sont brûlés à essayer, puis que finalement, au bout d'un an, ils nous appellent en disant, mon Dieu, on n'est plus capable, on chicane, on ci, on ça. Fait que je trouvais que c'était important juste de dire que c'est quelque chose qui peut arriver, demander de l'aide, ne serait-ce que psychologique si c'est eux-mêmes ou de l'aide professionnelle là, pour vider, parce qu'à un moment donné, les amis ont des limites. Donc, c'est beau demander à la famille, aux amis de donner un coup de main, mais quand c'est des cas de Diogène, des fois, il peut y avoir des insectes, des souris, toutes sortes de choses. Donc, des fois, ça vaut la peine de juste faire comme, OK, on va appeler un professionnel, là. Mhm. Appeler un professionnel. Je pense que c'est ça qu'on retient pour peut-être pas tous les cas. La plupart du monde pourront juste prendre ce livre-là, le lire avec leur enfant ou seul, puis avoir tout ce qu'ils ont besoin pour faire leur tri bien à l'avance, bien pacter, bien prévoir leur déménagement, engager un conseiller en hébergement au besoin, prendre un bon courtier qui peut aussi encadrer dans le homestaging, la vente de la maison. Et puis pour les autres, ben, tu parles de toutes les ressources qu'on a accès sont dans le livre aussi. Donc, si on a besoin d'évaluation des biens, hein, ou probablement qu'on a besoin d'une évaluation des biens, à moins qu'on est certain qu'on n'a pas de besoin. Conseil en hébergement, tu parles, c'est quoi les autres organisatrices professionnelles ou des gens comme chez vous qui peuvent aider Mhm. avec le tri si on a de besoin. Est-ce que j'oublie quelque chose? Parce que là, c'est ça, on ne peut pas te dire tout, mais est-ce que tu avais un message que tu aimerais dire comme conclusion, un message important qui te tient à cœur à nos auditeurs? De commencer maintenant. Je pense que c'est vraiment juste ça. Ouais. Si les gens peuvent juste commencer tranquillement leur tri, peu importe l'âge, on devrait tous faire du tri, puis garder un minimum, puis se poser des questions sur les objets qu'on a chez nous. Euh, pour les enfants, pour les gens qui restent, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, et peu importe l'âge, là, d'être bien organisé, puis de justement penser que un jour, on ne sera plus là. Euh, que ce soit à 40, à 50, à 70, 80, 90 ans, un jour, on ne sera plus là. Donc, de commencer tranquillement pour que les gens qui vont nous suivre, qui vont s'occuper de nos choses, en aient le moins possible, parce que je vois tellement de familles usées, fatiguées, qui sont pris avec ça, là. Ça serait vraiment ça mon message de se lancer dans le tri puis d'en faire juste quelques sessions par année pour dire, bon, ben, OK, Ouais. là, ce que j'ai, c'est bon, je suis bien avec ça, là. Ouais. Ouais, moi, quand j'ai eu 40 ans, c'est là que j'ai commencé mon tri. Puis j'ai toujours dit, moi, je veux vivre comme dans un Airbnb. C'est comme je pourrais partir, puis quelqu'un peut rentrer dans ma maison, puis il ne sent pas qu'il est tout dans, dans mes Ouais, affaires. ouais, ouais. Mais c'est difficile pour certains, surtout les personnes plus âgées, comme t'en parles beaucoup, là, l'attachement à des doublons de coutellerie puis d'assiettes qu'on avait dans le temps pour la visite, puis l'armoire avec tous les bibelots, puis les souvenirs. Puis on a moins cette culture-là, les plus jeunes, puis t'en parles dans Ouais. le livre. Mais ma grand-mère a toujours été l'exemple modèle. Je dirais même à l'extrême, on dit que c'est une jetteuse compulsive, ma grand-mère. Mais elle OK. pensait toujours au futur. Elle disait toujours, non, moi, je ne veux pas laisser ce fardeau-là sur mes enfants. Fait que aussitôt là, qu'elle voyait que ça s'en venait, elle faisait son tri. Puis
après avoir Hmm. jeté des choses qu'elle n'aurait pas dû, mais au moins, elle a pas été un fardeau pour quand elle a déménagé en résidence. Fait que, Ben oui, tout à fait. Non, c'est vraiment ça la leçon à tirer, là. ouais. Puis on vit mieux. Je veux dire, ça, on enlève le stress, puis on vit mieux au quotidien quand notre tri est fait. Fait que c'est un bon message. Merci pour super bon message de conclusion. On pourrait mettre ça sur un gros billboard sur l'autoroute, puis moi, ça me dérangerait pas. Fait que merci beaucoup, beaucoup pour ton temps, puis qui sait, on va peut-être travailler ensemble bientôt. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup. L'expérience était très agréable.